Bonjour à tous et bienvenue. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé ce vendredi 6 août des mesures de mise en liberté provisoire et de grâce de personnes arrêtées lors de la présidentielle d'octobre dernier, marquée par des violences meurtrières. Et c'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, Alassane Ouattara, lors de son adresse à la nation. Mes chers compatriotes, ce jour de souvenir nous donne également l'occasion de faire l'état de la nation. Au plan politique, nous sortons d'un cycle électoral complet avec l'organisation de l'élection présidentielle en octobre 2020 et des élections législatives en mars 2021. Ce processus électoral a fait l'objet d'un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile. Il a abouti à un consensus national autour des conditions d'élections justes, transparentes et démocratiques. En dépit des efforts déployés par les différentes parties prenantes au dialogue, l'élection présidentielle a malheureusement été entachée d'incidents suite à l'appel de certains responsables de l'opposition à la désobéissance civile. Cela s'est soldé par des pertes en vie humaine, des blessés, la fragilisation du tissu social et des dégâts matériels importants. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des victimes. Je ne ménagerai aucun effort pour cela, dans le respect de la loi et des institutions. Je note la mise sous contrôle judiciaire ou en liberté provisoire par les juridictions compétentes de 69 inculpés détenus suite aux événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ce vendredi 6 août, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant la grâce à 9 personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Par ailleurs, j'ai aussi procédé à la signature d'un décret accordant une remise gracieuse de peine à 3000 condamnés, dont la peine restant exécutée est inférieure ou égale à 1 an. Bien évidemment, cette mesure ne concerne pas les personnes condamnées pour des crimes de sang. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, pour terminer, je veux insister sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale en vue de consolider l'atmosphère de paix et de sécurité durement acquise. Nous devons continuer sans relâche à nous rassembler afin de relever ensemble le défi de notre génération, celui de bâtir une nation prospère, solidaire et réconciliée avec elle-même dans la justice et le pardon mutuel. À l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé la libération de plusieurs détenus suite aux événements survenus lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Une libération des prisonniers qui avait été demandée par les deux anciens présidents, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Alors, qui sont les personnes concernées? Quel sera l'impact de cette décision sur le processus de réconciliation nationale? On en parle avec Assalé Timoko, directeur général de l'Éléphant déchaîné. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. En face de vous, Meïté Sindou, directeur de Nord-Sud.info. Bonjour et merci d'être présent aussi. Bonjour. Alors, messieurs, le chef de l'État, dans son adresse à la nation, a utilisé plusieurs termes juridiques, la mise sous contrôle judiciaire, la liberté provisoire. Pouvez-vous nous dire quelles sont finalement les différences entre ces actes juridiques et les conséquences, notamment pour les personnes concernées? Assalé Timoko. Alors, ce sont deux termes, la liberté provisoire et la mise sous contrôle judiciaire, sont deux termes assez voisins. Il faut dire que
jusqu'à il y a à peine 2 ans, en Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas le contrôle judiciaire. C'était surtout la liberté provisoire. C'est à partir de la réforme du code de procédure pénale qu'en Côte d'Ivoire, on a intégré maintenant le concept de la liberté, de la mise sous contrôle judiciaire. Alors, la liberté provisoire suppose que le prévenu a été incarcéré, que l'individu était en détention et que après l'examen de sa situation par rapport aux garanties de représentation, le juge d'instruction estime qu'on peut l'élargir et que son élargissement ne poserait aucun problème par rapport à la suite de la procédure. C'est une liberté provisoire. Elle peut être accompagnée de restrictions, de déplacements, de remise du passeport, en quelque sorte. Alors, la mise sous contrôle judiciaire suppose que soit l'individu est en détention, soit il est en liberté. On peut vous convoquer, on vous dit, on vous insulte pour telle infraction, mais on vous place sous contrôle judiciaire pour telle ou telle raison. Et donc, le contrôle judiciaire est essentiellement une question de restriction de liberté, surtout par rapport au droit de se déplacer. Donc, voilà un peu la nuance entre les deux notions. Donc, ça veut dire que finalement, ce n'est pas une liberté totale et intégrale à écouter ces différentes restrictions. Non, mais je crois que la décision du chef de l'État part du fait qu'effectivement, il y a... Parmi les justiciables qui sont sous les fourches caudines de la justice après les événements de 2020, ils ont un statut judiciaire différent. Pour certains, ils sont encore au stade des enquêtes préliminaires. D'autres encore sont dans le tunnel du juge d'instruction, devant un cabinet d'instruction. D'autres encore sont déjà inculpés, c'est-à-dire vraiment un statut judiciaire vraiment assez affirmé, ont même une condamnation qui n'est pas devenue définitive. Et donc, ça fait autant de statuts judiciaires différents qui nécessitent effectivement vraiment des réponses en termes de liberté totalement différentes. Donc, d'où maintenant la question du contrôle judiciaire et de la liberté provisoire. Donc, à vous écouter, il y aura comme un suivi, finalement, de ces personnes. Parce que certains, dans l'entendement, on va dire, collectif, ces personnes, dès demain, vont recouvrer la liberté et ils vont être libres de leur circulation, de tout. Non, d'abord, la liberté est le principe. La détention est l'exception. Et comme la Constitution dit que tout individu est présumé innocent jusqu'à ce que les juridictions soient prononcées définitivement sur son cas, alors donc la liberté est le principe. Mais lorsqu'on vous met en liberté provisoire ou sous contrôle judiciaire, ça veut dire que vous restez sous l'épée de Damoclès et vous restez à tout moment par un comportement qui serait contraire aux clauses de la liberté provisoire ou bien de la mise sous contrôle judiciaire, vous pouvez repartir en prison. Par exemple, le prévenu qui est placé sous contrôle judiciaire n'a pas, par exemple, le droit de sortir de son domicile sans informer le juge d'instruction. Ne pas aller dans des parties du territoire sans informer le juge d'instruction. Il doit laisser son identité, son passeport au juge d'instruction. Et donc, il doit être à tout moment disponible pour répondre aux convocations. Et donc, si à un moment, le juge d'instruction s'aperçoit que l'individu ne respecte pas les clauses, automatiquement, il révoque la liberté provisoire et il vous reconduit en prison. Donc, une liberté provisoire ou un contrôle judiciaire, ce n'est pas une liberté totale. L'individu a ses libertés restreintes et à tout moment, il peut retourner en prison. Mais ces restrictions, elles peuvent durer combien de temps ? Il y a quand même une date butoir ou ça se tient dans un cadre précis ? Ça, je ne m'aviserai pas de pouvoir répondre à ça. Il faut un spécialiste vraiment en procédure civile et pénale, surtout un spécialiste en procédure pénale, pour pouvoir répondre à cette question. Mais je crois que toutes ces questions sont laissées à la stricte appréciation du juge. D'ailleurs, c'est ça le principe. C'est le juge qui apprécie fondamentalement, en tout cas, le statut judiciaire, en tout cas du prévenu ou du justiciable qu'il a en face de lui. Alors, il y avait un autre terme, la grâce présidentielle, qui relève, on le sait, du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, et pas qu'en Côte d'Ivoire, de tous les chefs d'État. Et là, 9 personnes ont été graciées. Qu'est-ce que cela, encore une fois, signifie concrètement pour les intéressés ? Là, pour le coup, une grâce, ça permet... Une grâce, il faut nécessairement vraiment une décision de justice qui est devenue définitive, qui est insusceptible de recours, et donc pour laquelle le seul recours ne peut être que le président de la République. Et donc je pense que le président a ciblé certainement 9 condamnés dans cette situation, qui ne peuvent sortir en tout cas vraiment du cycle judiciaire que par une décision vraiment, que par une grâce. Et là, ça suppose une liberté recouvrée totale et intégrale ? La grâce, c'est une liberté totale. La grâce ne supprime pas l'infraction. La grâce suspend l'exécution de la peine. C'est différent de l'amnistie. C'est différent de l'amnistie. Voilà. Donc, on peut être gracié, mais votre casier judiciaire reste touché par la condamnation. D'accord. Mais vous ne faites pas la plénitude de la peine. Et donc, vous êtes en liberté totale.
Le reste, la peine qui vous reste à purger est suspendue et donc vous êtes mis en liberté. Donc on suppose qu'en cas de récidive, on tient compte de ce passif? Non, c'est complètement suspendu, on ne revient plus dessus. On ne revient plus du tout dessus? Non, pas du tout. Ce n'est pas une condamnation avec souci. Non, je veux dire en cas de récidive de la personne graciée, s'il y a une récidive, on ne tient pas compte de cette peine qui n'a pas été appliquée. On ne juge pas deux fois le même individu pour le même fait. Pour les mêmes infractions. Voilà. Le juge considérera certainement à ce moment-là qu'il y a un fait nouveau, une infraction nouvelle pour laquelle effectivement vous serez appelé devant le juge. Alors, il y a aussi une grâce présidentielle à laquelle on est souvent habitué, celle des chefs d'État, généralement à l'occasion des fêtes nationales ou autres. Et là, le président de la République a accordé la grâce à 3000 individus, mais qui ne sont pas impliqués dans les événements d'octobre 2020. Un mot dessus pour qu'on fasse bien le distinguo les uns et les autres. Et en attendant qu'à saluer complète, je crois que c'est en général pour des délits de droit commun, oui, justement, avec précision que ce ne soit pas vraiment, en tout cas... crime de sang, c'est ce qu'il a dit. Oui. En général, c'est la formulation. En fait, la grâce présidentielle est une pratique républicaine qui appartient au chef de l'État. Et généralement, c'est à l'occasion des fêtes nationales que les chefs d'État prennent ces grâces-là. Et puis, l'objectif final, c'est d'un peu désengorger les prisons. Vous voyez, dans la période de 2000 jusqu'à 2010, il n'y a eu qu'une seule grâce présidentielle. En 2008, pratiquement, quand il y a eu le problème d'escroquerie de la secrétaire de l'ex-chef de l'État par rapport au DG d'une société de téléphonie mobile, il y a eu une grâce qui a été prise pour libérer 2 personnes. C'est la seule grâce qui a été prise pendant 10 ans. De sorte que les prisons avaient été surchargées. Et donc, depuis que le président Ouattara, il a pris l'habitude chaque année de gracier des gens dont la peine qui reste à purger n'est pas supérieure à 1 an. Oui. Voilà. Et donc, c'est très précis. L'objectif final, c'est de désengorger les prisons pour que d'autres prisonniers puissent avoir la place. C'est-à-dire parfois à la cadence de 2 fois l'an. Oui, parce qu'il arrive que pour son allocution de fin d'année, le 31 décembre, effectivement. Ça peut arriver aussi. On va en parler justement par rapport au cas qui nous intéresse et aux malheureux événements d'octobre 2020. Ce qui concerne toutes ces mesures, quand est-ce qu'elles vont entrer en vigueur? À quand l'effectivité? En principe, elles sont immédiates. Pour la grâce présidentielle, il faut que le décret portant cette grâce-là soit publié au journal officiel. Dès que c'est publié au journal officiel, les juges, les parquets se mettent en branle pour tenir compte de ce qui est encadré par la grâce. Voilà. Donc parce qu'il a dit qu'il a pris les décrets, donc on attend que la publication... Oui, bien sûr, au journal officiel. Au journal officiel. Le président a fait preuve de clémence envers 78 personnes arrêtées à l'occasion de cette dernière élection. Qui sont les personnes concernées? Il est vrai qu'on n'a pas de liste nominative. On a cherché tous avant en préparant cette émission. Mais est-ce qu'on a des pistes de réflexion? Est-ce qu'il y a des noms qui circulent ou aussi hypothétique que ce soit? C'est embêtant jusqu'à la convocation, à votre convocation pour cette émission. Moi, j'ai passé mon temps à chercher, à passer des coups de téléphone, à sonder des listes. On n'a que des listes officieuses. Voilà, on a la liste que le Front populaire ivoirien donc de Laurent Gbagbo a fait publier. Donc la première liste des 111 noms qui faisaient partie du cahier de revendication présenté devant le président le 27 juillet. Et puis bon, on a une autre liste qui circule sur Internet, publiée par certains médias. Effectivement, quand on croise les 2 listes, certains noms, effectivement, vraiment se retrouvent sur l'une ou sur l'autre. Mais je suis véritablement, Fatim, incapable de vous dire aujourd'hui qui exactement est touché vraiment par cette décision. Alors, au-delà des noms précis auxquels, pour l'instant, personne n'a accès, est-ce qu'on peut encore rester dans l'hypothèse et se dire que... Est-ce que ça concerne des personnes de tous les camps, tous les partis politiques? Est-ce que dans les 78 individus, il y aura des représentants de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire? Oui, mais les 78 personnes... Normalement, les opposants, je parle surtout. Ce sont 9 personnes pratiquement, parce qu'il y a 9 qui ont été graciées, voilà. Et il y a 109 qui font partie des personnes inculpées dans le cadre des troubles de postes électoraux après l'élection présidentielle 2020. Et donc, c'est surtout des gens qui sont poursuivis pour des crimes, pour des faits qui sont qualifiés de délits et non de crimes de sang. Voilà, ils sont pas du tout, ceux qui sont concernés par les crimes de sang ne sont pas concernés. C'est ceux qui ont été pris dans des manifestations. Vous pensez que ce sont des actes mineurs? Voilà, c'est des actes mineurs, c'est qualifié de délit. Donc ceux-là, ils peuvent bénéficier d'une remise en liberté provisoire. Mais ceux qui sont poursuivis pour des crimes de sang, ils ne sont pas concernés par ces remises de liberté provisoire. D'accord. Il faut noter quand même qu'à l'occasion quand même de tous ces événements, il y a eu comme de très, très, très grosses rafles. Les gens ont été raflés parce qu'ils avaient de la proximité et tout ça avec le lieu de commission de l'infraction. Ouais, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, exactement. Et donc il faut maintenant du temps
aux autorités de poursuite, notamment les officiers de police judiciaire, ceux qui sont chargés de l'enquête préliminaire ou aux juges d'instruction, pour débrouiller tout ça et s'assurer qu'effectivement, ils ne font pas partie. Mais si on suit votre hypothèse, on imagine que ce serait plus de 69 personnes. Certainement. Peut-être que c'est pour cela aussi que le président a ouvert la possibilité de la poursuite d'une seconde vague. C'est possible. Donc ces libérations... Ça l'est dit effectivement sur l'engorgement effectivement non seulement de nos instances de poursuite au parquet notamment et des prisons est réel. Et je crois que les motivations sous-jacentes effectivement sont à prendre en compte. Alors, ces libérations, messieurs, avaient été demandées par les deux anciens présidents, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Et Laurent Gbagbo parle de prisonniers politiques avec cette liste nominative qu'il a présentée au chef de l'État lors de leur rencontre le 27 juillet. Selon vous, peut-on les qualifier de prisonniers politiques ou est-ce un abus de langage? Alors, moi, j'ai été un peu gêné par le rapport, ou bien par le lien que le président Gbagbo établit entre son acquittement à la CPI et les condamnations qui ont été prononcées en Côte d'Ivoire. Il dit que c'est moi qui étais le chef de file de ces personnes-là. Dès l'instant où moi je suis dehors, il n'y a pas de raison qu'eux soient dehors. Le principe en droit pénal est que la responsabilité pénale est individuelle. Elle n'est pas collective. Ce n'est pas parce que M. Gbagbo a été acquitté à la CPI que des individus qui ont été mis en prison en Côte d'Ivoire sont liés au prononcé de décision à la CPI. Alors, cela étant clarifié, il faut dire que sur la question, des gens ont été condamnés, par exemple, pour l'assassinat de Guy Robert. Le procès a eu lieu à Abidjan ici. On a assisté au procès. Ceux qui ont été condamnés dans le cadre de ce procès ne sont pas des prisonniers politiques. Puisque le crime a été commis à la faveur de la rébellion qui a été déclenchée en 2002. Mais d'autres personnes ont été condamnées par rapport aux élections de 2010-2011. Et donc, ceux qui sont poursuivis pour des crimes de sang, il n'est pas question que, même si l'infraction a été commise dans le cadre d'une affaire politique, que le crime soit considéré comme un crime politique, comme une infraction politique. Mais alors, dans ça, comment on va définir un criminel ou... politique ou un... La définition, elle va être difficile à trouver. Voilà. Oui. Ce qu'il faut s'abstenir de dire, c'est de considérer ces prisonniers-là comme des prisonniers d'opinion. Là, je pense qu'on est tous d'accord qu'il ne s'agit pas de prisonniers d'opinion. Effectivement, Saleh a bien raison. Par exemple, certains des militaires qui sont aujourd'hui en prison... Sekayapo Anselme, Dogoblé Bruno, ces officiers-là, et Jean-Noël Abbaye, je veux dire, ils sont directement cités vraiment dans des cas graves, dans des crimes graves. Il y a eu la mort notamment du PCA de Sifka, et Yves Lamblin. Oui. Il y a eu également la mort du colonel-major Dosso et tout. Ils sont impliqués. Ils ont été cités en justice pour ces affaires-là. Alors, est-ce que ceux-là sont des prisonniers? Ils sont des prisonniers d'opinion? Ce sont des prisonniers politiques? Là, je pense que qualifier cela vraiment, en tout cas, relève de la gageure pour nous, quoi. Oui, donc vous pensez que ce n'est pas parce qu'on commet des actes dans le cadre peut-être d'une élection qu'on a tout de suite... On est forcément un prisonnier politique. Mais cela dit, il faut leur concéder le débat. Voilà. Ça, c'est un débat parce que personne ne peut me donner une définition claire de prisonnier politique. Vous nous dites finalement qu'ils ne sont pas, par déduction, des prisonniers politiques, mais vous ne nous dites pas quelle est la définition exacte d'un prisonnier politique. Que ce ne sont pas des prisonniers qui ont connu ce ne sont pas des prisonniers... ce qu'on leur reproche, ce n'est pas un délit d'opinion. Voilà, c'est pas ce qu'on leur reproche. On ne leur reproche pas leurs opinions. Maintenant, la formule, la Saleh, elle est bien jolie. Des prisonniers qui sont cités par la justice à l'occasion de faits politiques. Bon, si ça vous convient, je pense que ça permettra... Donc pour vous, c'est un abus de langage quand le président Laurent Gbagbo les qualifie de prisonniers, quand il dit que j'ai remis une liste de prisonniers politiques. Prenons le cas, par exemple, d'un exemple du cas d'Afingissa, qui a été arrêté à la faveur de la création du CNT, du Conseil national de transition. Et donc, il a été arrêté dans ce cadre-là. Son emprisonnement est un fait politique. Voilà. C'est dans un cadre politique très précis. Donc lui, il a été prisonnier politique à ce moment-là? Absolument, à ce niveau-là. Donc, il a été élargi dans ce cadre-là. Mais si des gens, dans cette période, avaient pris des armes pour tuer et qu'ils ont été arrêtés dans ce cadre-là, on ne peut pas leur appliquer le statut de prisonnier politique. Parce que le crime qui est commis n'est pas commis parce qu'ils sont politiciens, ils sont dans un statut politique, et donc on les considère comme des prisonniers politiques. Ils ont commis un crime, supposé tel, et donc dans ce cas-là, c'est un délit de droit commun pour lequel ils sont poursuivis et condamnés comme tel.
Donc, c'est vraiment des abus de langage qu'on considère tout le monde comme des prisonniers politiques parce que les crimes ont été commis dans une affaire politique. Non? Mais à préciser quand même que le prisonnier politique ne dédouane pas du fait qu'aucune infraction n'a été commise. Tout à fait. Parce que les actes de sédition, je veux dire, le refus d'obéissance à la loi, le refus d'obéir et tout ça à l'autorité, je veux dire, dans l'absolu, la loi, elle est là. Elle est dure, elle est peut-être contestable, mais elle est là. Voilà, à partir de ce moment, on l'a. Alors, en plus de ce qualificatif, on observe que finalement, la liste proposée par Laurent Gbagbo de 110 prisonniers n'a pas été prise en compte quand on fait le comparatif par le chef de l'État. Ce dernier, Laurent Gbagbo, souhaitait même qu'on y intègre des prisonniers qui datent de la crise post-électorale de 2011. Et il parle aussi de personnes qui ont été arrêtées lors de son arrivée en Côte d'Ivoire. Pour quelle raison, selon vous, y a-t-il ce distinguo fait par le chef de l'État? Le président Gbagbo faisait essentiellement allusion à ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale 2010-2011. Tout à fait. Essentiellement. Il n'a fait qu'intégrer quelques personnes dans le camp de Soro et puis quelques personnes arrêtées le jour de son arrivée en Côte d'Ivoire. Essentiellement, c'est des gens qui sont en prison depuis 2010-2011. Voilà. Alors pourquoi le chef de l'État n'a pas tenu compte de ça? Le chef de l'État n'a pas tenu compte de ça sans doute parce que, comme Gbagbo l'a dit lui-même, il a l'opportunité de la décision et de la nature de l'infraction pour laquelle il considère qu'on peut mettre les gens en liberté. Il a dit dans sa locution que tous ceux qui sont concernés par les crimes de sang ne seront pas pris en compte par les décisions qui vont être prises. Et donc, essentiellement, ceux qui tirent en prison. Et puis, il ne faut pas faire croire aussi que c'est parce que M. Gbagbo a demandé la libération que M. Ouattara agit. Depuis 2010, M. Afin-N'Guessan, depuis 2011, M. Afin-N'Guessan n'a fait que ça. Ils étaient près de 500 prisonniers, plus de 300 ont été élargis dans cette période-là. Près de 800. Voilà. Près de 500 ont été élargis. Voilà. Aujourd'hui, les stats disent environ 300. Voilà. Donc, il y a un travail qui a été fait avant que M. Gbagbo n'arrive, qui a abouti à la libération massive des prisonniers. Donc, ça aussi, il faut le reconnaître à Afin-N'Guessan, qui a fait aussi un travail essentiel à ce niveau-là. Et puis, la différence de lecture, pour ajouter à ce qu'a dit, cela veut dire tout simplement, le président Ouattara ne reprend pas à son compte et tout ça la liste du président Gbagbo, tout simplement parce que la lecture qu'ils font et tout de la situation carcérale de ceux qui sont en prison est radicalement différente. Voilà. Je crois que pour le président Ouattara, c'est très clair et tout. Il y a vraiment une désobéissance à la loi, il y a des infractions et tout ça qui ont été commises. Pour Gbagbo, il s'agit vraiment de délits d'opinion et même de prisonniers politiques qui sont devant la justice parce qu'ils sont proches de lui. Il l'a même dit. Et tout ça dans son allocution. Mais est-ce que c'est pas aussi une manière pour le chef de l'État de dire que finalement c'est lui qui tient c'est lui qui commande en fait, c'est lui qui est le président en exercice et que personne ne peut lui imposer son calendrier et ni sa vision. Mais l'autre problème, c'est quand même l'impératif de justice. La nécessité de regarder avec beaucoup plus d'attention les questions d'impunité et puis de regarder également le statut et l'état d'esprit des victimes, dont je pense qu'on parle très peu à l'occasion de tout ce processus. C'est vrai que le président Ouattara l'a relevé au cours de son allocution, mais je crois que c'est une question importante, cruciale. Et je crois que le président Ouattara est très, très regardant de cette question quand il prend une décision de cette nature, pour ne pas qu'on ait le sentiment, effectivement, que la sueur, les larmes et le sang qui a coulé pendant toute cette période, quand même, est passé par perte et profit. Donc vous pensez que c'est aussi par souci d'impunité. Monsieur, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais qu'on continue, on avance. Mais il a dit quand même, le chef de l'État, que l'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Oui. Donc on suppose qu'il y aura encore d'autres actes qui vont être posés dans ce sens. Oui, la porte reste ouverte, mais comme Métis l'a dit, moi aussi je suis dans cette dynamique-là, je me pose des questions devant tout ça. Je me dis, mais bon sang, mais quel est le type de société que nous sommes en train de construire? C'est une société où l'impunité devient la norme. C'est-à-dire qu'à chaque période quinquennale, il y a une crise, il y a des crimes qui sont commis, des gens finissent par triompher, et puis 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, on revient pour dire, bon, pour la réconciliation, libérons tout le monde, jusqu'à ce qu'on arrive à une autre crise pour qu'on commette encore des crimes. Ça a commencé depuis 1995, hein. Boycott actif. L'élection 2000, avec toutes ces morts, 300 morts. Exactement. La rébellion, jusqu'en 2010, avec tous ces morts. Et chaque fois, on a amnistié, on a gracié, on a amnistié, on a gracié. Et chaque année, chaque 5 ans, on revient au même système. Et pendant ce temps, toutes les victimes, elles sont abandonnées, tous les villages ravagés, personne n'en parle. Et on construit une société d'impunité qui va nous exploser la fuite plus tard. Mais est-ce que c'est pas aussi pour apaiser
certaines tensions, sans renier la justice, sans faire un déni de justice. Est-ce que c'est pas aussi... Le chef de l'État l'a dit lui-même, est-ce qu'il ne faudrait pas aller au pardon? On a peut-être l'impression que pour l'instant, c'est qu'un pardon politique. Il se pardonne entre politiciens et pas au-delà. Je vous comprends bien, je vous comprends. Et je comprends aussi l'état d'esprit du président Ouattara. Je crois que la vision derrière, profondément, c'est de refermer véritablement le cycle de violence que la Côte d'Ivoire a ouvert, comme Assalé le disait tout à l'heure, depuis la mort du président Houphouët. Et effectivement, et ça, c'est un grand combat. Mais comment on peut l'ouvrir sans que les acteurs politiques majeurs ne se remettent en cause? Parce que, pour aller vite là-dessus, le problème n'est pas d'avoir des désaccords sur les conditions, la transparence du jeu politique. Sur les conditions de la transparence du jeu politique. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est la manière de revendiquer. On est passé par tous les États en Côte d'Ivoire. On a eu 94, on a failli 95 déjà le boycott actif. On a eu le coup d'État militaire de 99. On a eu la rébellion de 2002. Il est temps qu'à un moment ou à un autre, et je crois que c'est le message que le président Ouattara veut passer, que les acteurs politiques s'arrêtent pour se dire qu'il faut qu'on trouve nécessairement une autre manière pacifique de régler nos différends, ou de les aborder et d'en débattre. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1.